souffert la domination coloniale française, parce que par exemple, il y a peu de temps que le Burundi a demandé la restitution des archives des missions catholiques allemandes et belges aux respectifs gouvernements. Or, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'heure actuelle, en pleine révolution numérique, la sauvegarde des sources, l'accès et le partage des savoirs peuvent être assurés par le développement des instruments informatiques, par les procédures de numérisation et par la diffusion des documents à travers le web. L'instrument informatique est de plus en plus alléchant parce qu'on lui prête une sorte de neutralité, entre guillemets, de transparence. Toutefois, sur le site d'une cinquantaine de bibliothèques numériques portant sur des fonds du documentaire divers, qui ne concerne pas seulement l'histoire du continent africain, sites qui sont hébergés et réalisés tant en Europe qu'en Amérique ou en Afrique, les descriptifs des actions accomplies en amont de la diffusion des documents fait défaut ou est assez lacunaire. Cela est aussi valable pour la Bibliothèque numérique mondiale de l'UNESCO, qui affiche une vocation universaliste, mais qui, dans son site, ne fournit aucune explication sur les raisons qui ont motivé la sélection des documents numérisés. Dans ce sens, la neutralité présumée devient plutôt opacité. Et même en sauvegardant le principe de la bonne foi, on peut quand même se demander si cette sélection de documents ne reflète en quelque manière, encore une fois, des sélections qui ont été opérées par des cultures hégémoniques au mépris des subalternes, entre guillemets toujours, du moment. Plus en général, les sites web consultés offrent un produit brut, le manuscrit sur le web, avec l'idée que ce sera à chaque utilisateur de l'exploiter au mieux et d'en faire un usage reflétant sa capacité de lecture et d'interprétation, comme s'il était physiquement dans la salle de consultation de l'institution concernant les archives qu'il est en train de visualiser sur le propre ordinateur. C'est-à-dire, vous voyez les manuscrits, vous avez l'impression d'être aux archives, par contre, vous n'êtes pas aux archives. Il s'agit donc d'un accès direct aux documents sans connaître les critères de classement ou avoir à disposition les instruments pour les déterminer, notamment les inventaires. Il s'agit d'un accès à la source, inventaire par rapport auquel, naturellement, on peut être critique, mais il faut quand même les connaître. Il s'agit d'un accès à la source sans médiation appréciable, mais peut-on dire que cette médiation est véritablement absente? D'un point de vue plus strictement scientifique, aucune référence n'est faite aux questions épistémologiques essentielles que tout chercheur en sciences humaines et sociales pourrait se poser lors des opérations qui amènent au traitement informatique des documents. Car quel est le rôle, ou plutôt le statut de la métasource produite, c'est-à-dire le document traité et mis en ligne, appelé à être intermédiaire d'un savoir dématérialisé et décomposé dans la bibliothèque numérique? Quel est son statut sur le plan du contenu mis en valeur du fait de son traitement? Peut-on affirmer que les problèmes de contrôle des informations et de sauvegarde et valorisation des cultures ont finalement trouvé dans le monde virtuel le milieu à l'abri de toute manipulation et le milieu idéal pour leur libre diffusion, notamment auprès de jeunes générations? Donc c'est des questions que je pose. J'essayerai de donner quelques réponses et de soulever d'autres questions en parcourant les étapes d'une expérience qui me voit protagoniste comme co-auteur d'un programme de bibliothèques thématiques numériques relatives aux sources africaines et européennes de l'Ouest saharien, à savoir le programme Biblimos. Donc Biblimos, comme je vous disais tout à l'heure, est un programme de recherche visant la construction d'une bibliothèque numérique thématique centré sur les sources documentaires pour l'histoire de l'Ouest saharienne. Ouest saharienne, Mauritanie, Sahara occidental, nord-ouest du Mali, sud-ouest de l'Algérie, Maroc méridional, vallée du Sénégal. Conçu en 2011 au sein du laboratoire CITER de Tours par Sophie Caratini, anthropologue et moi-même, le programme a été élaboré à l'aide des contributions individuelles d'ingénieurs et informaticiens de la Maison des sciences de l'homme de Val-de-Loire et du département d'informatique de l'Université François Rabelais de Tours. Il y a aussi des collaborations étroites qui ont été établies avec l'Institut mauritanien de la recherche scientifique de Nouakchott, le Centre de recherche saharienne toujours de Nouakchott, et surtout l'Université de Nouakchott et notamment le département des mathématiques et d'informatique de l'université, qui sera probablement, et ça je viens de le savoir, probablement le partenaire principal dans la construction de l'outil informatique du projet. Biblimos propose la constitution de corpus thématiques à partir de la numérisation de multiples sources documentaires africaines et européennes. Les enjeux de ce programme de recherche sont à la fois scientifiques en sciences humaines et sociales, le croisement des sources et le multilinguisme, pédagogique. Le programme vise à susciter des vocations entre les jeunes générations de chercheurs pour qu'ils développent des projets de recherche sur la région ouest saharienne apprenant à confronter des sources d'origine différentes.
patrimoniaux, la sauvegarde des sources en danger de disparition et la mise en valeur de leur contenu, et technologiques. En effet, offrir aux utilisateurs, chercheurs ou non, la possibilité de parcourir des sources documentaires indexées dans une pluralité de langues, organiser un corpus thématique qu'ils peuvent aussi décomposer et reconstituer pour leur usage personnel, veut dire concevoir un moteur de recherche capable de prendre en compte une multiplicité de facteurs. Cette conception comporte en soi un défi technologique autant que scientifique, car les solutions techniques susceptibles de répondre à de tels besoins doivent être adaptées à la fois à l'état physique des différents fonds, c'est-à-dire qu'on ne peut pas numériser tout, il faut quand même faire une analyse de ce qu'on peut numériser et ce qu'on ne peut pas numériser, aux orientations attendues de la recherche scientifique qu'il pourrait générer et à la complexité du multilinguisme qui les caractérise. Actuellement, l'équipe qui attend la réponse d'un financement conjoint gouvernement mauritanien et ministère des Affaires étrangères, mais je reviendrai sur ce point après, a décidé en effet de procéder par thème, c'est-à-dire d'inscrire les thèmes de chaque chercheur qui compose l'équipe Biblimos, qui compte plus ou moins une cinquantaine de chercheurs entre Mauritanie, Sénégal, France, Italie, Espagne, Allemagne et États-Unis. Et donc, de cette manière, ces programmes qui comportent la collecte de documents pourront être inscrits dans Biblimos et constituer le noyau des corpus. À moyen terme, on prévoit donc la constitution de la bibliothèque Biblimos, un bulletin Biblimos, c'est-à-dire un outil de publication périodique qui accompagnera la constitution de la bibliothèque, une encyclopédie Biblimos, à savoir une encyclopédie saharienne élaborée à partir de la confrontation des sources qui constitueront les corpus de Biblimos, un blog Biblimos, qui jouera le rôle d'un cybercarnet permettant de donner à voir et à comprendre le programme de recherche et son état d'avancement. Je suis à la dernière partie. Donc, comme on peut le voir, les objectifs du programme de recherche Biblimos sont assez bien détaillés. Il ne s'agira pas d'un site web avec une prétention d'objectivité. On n'aura pas une vocation à l'exhaustivité car l'ambition n'est pas d'offrir un accès à toutes les sources de l'histoire de l'Ouest saharienne, mais plutôt de proposer des grilles de lecture des documents dont le résultat c'est l'élaboration des corpus thématiques. Et j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est des grilles de lecture communes qui seront élaborées à partir de l'expérience commune des chercheurs africaines et européennes impliqués dans le projet. On peut même dire qu'au contraire de beaucoup de bibliothèques numériques, Biblimos fera d'une certaine subjectivité scientifique sa force, car le traitement des données présentées sur le site aura des responsables tant au niveau de la réflexion en sciences humaines et sociales que pour la conception du moteur de recherche. Les thèmes seront bien identifiés ainsi que les références des sources originaires des archives utilisées pour l'élaboration du corpus, de manière que le chercheur puisse approfondir ses recherches pour son propre compte et éventuellement donner sa propre contribution à la lecture ou au traitement des données, des documents. Quoi de neuf en tout cela? D'abord, l'ampleur de la communauté scientifique impliquée dans le programme. Je vous disais tout à l'heure, on est quand même une cinquantaine de chercheurs jusqu'à maintenant, et on n'a pas fermé, disons, c'est-à-dire que tout chercheur qui voulait contribuer à Biblimos est bienvenu. Donc, je vous disais, dans le programme de recherche qui se caractérise par une transversalité disciplinaire nette et la volonté clairement affichée dans le document guide de Biblimos de se libérer du postulat que la reconstruction de l'histoire puisse se faire abstraction d'une lecture croisée tant pour le regard des chercheurs africains sur les sources européennes que pour le regard des chercheurs européens sur les sources africaines. En second lieu, l'interaction entre les sciences humaines, les sociales et les sciences de l'informatique, où ces dernières sont appelées à contribuer en termes de pensée scientifique et ne sont pas seulement au service des chercheurs en sciences humaines et sociales. Si ces deux éléments sont les points forts du programme de recherche Biblimos, il n'en demeure pas exempt de critiques et de certaines perplexités. Si vous permettez, je fais un peu l'avocat du diable du même projet dans lequel je suis impliqué, mais je trouve que c'est quand même nécessaire. Ce programme de recherche naît de la volonté de deux chercheurs en sciences humaines et sociales pour faire face à une double exigence. Diffuser des sources sur l'histoire d'une région qui est malgré tout assez mal connue, engendrer un mécanisme de rapprochement et d'enrichissement mutuel entre chercheurs africains et chercheurs européens sur une matière souvent controversée comme le traitement et l'interprétation des sources.
Cependant, dans l'élaboration des différentes étapes de Publimos au cours des 2 dernières années, le rôle parfois prépondérant des sciences informatiques a demandé un travail d'immersion dans un univers jusque-là assez méconnu. Je dirais presque un travail anthropologique pour la compréhension du langage technique, afin d'essayer de saisir et d'assumer la forma mentis des collègues qui cogitent suivant des schémas binaires, où la complexité s'exprime à travers d'algorithmes. Parfois, cela nous aide à reformuler notre questionnement. En d'autres occasions, la réponse à d'autres questions comme l'interconnexion linguistique ou les procédures de traitement des textes en tant qu'image, les procédures d'ossérisation, mais pas seulement celles-là, ont débouché sur des problématiques nouvelles. Si d'un côté, cette relation à la fois dynamique et complexe ne manque pas d'appel pour le chercheur en sciences humaines et sociales, elle pose tout de même des problèmes à un niveau supérieur, qui dépasse la recherche des solutions et la confrontation quotidienne entre collègues de disciplines différentes. Finalement, à un moment donné, la question de qui détient vraiment la maîtrise des opérations de numérisation et de traitement informatique des documents, et donc de la gestion d'un projet numérique, se pose. Évidemment, je ne défends pas ici l'exclusivité disciplinaire des historiennes ou des anthropologues, mais je vise plutôt le lien de dépendance que même les chercheurs en sciences humaines et sociales les plus expérimentés en sciences de l'informatique gardent vis-à-vis des nouvelles technologies. Car le pouvoir, puisque c'est de cela qu'il s'agit, de gestion des systèmes opératifs et du réseau web, finit pour échapper aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui difficilement aura un accès complet à un savoir dont il n'apprend que les aspects les plus maîtrisables. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de formations que le CNRS offre, mais je ne peux pas vous dire que je serai à même de suivre vraiment toutes les étapes d'un projet numérique, de la mise en ligne au traitement documentaire. La liaison entre cette subalternité des chercheurs en sciences humaines et sociales à l'égard de leurs collègues des sciences de l'information et la subalternité des classes prolétaires dénoncées par Gramsci et reprise dans un certain sens par Benjamin est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. C'est une liaison même audacieuse, hardie. Mais elle est moins toutefois si on change l'échelle de la comparaison. Et on met l'un face à l'autre les puissances du monde informatique mondial, telles Google ou Microsoft, pour ne pas citer que des exemples dont l'hybridation entre intérêt économique et monde des savoirs fait peu de doute, et le travail de production des connaissances, alimentation des mémoires, découverte et diffusion de l'histoire. Mettre en évidence cette liaison ne signifie pas plaider pour l'arrêt des bibliothèques numériques, mais instiguer à la sauvegarde d'un esprit critique vis-à-vis de nouveaux moyens de diffusion et parfois de création des savoirs. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la marchandisation des métadonnées et des métasources, qu'on peut aisément définir comme un nouveau bien culturel, pour emprunter la formule de Benjamin, mais aussi de parer au risque des manipulations. Cette menace est d'autant plus réelle si on pense que les mêmes sociétés gérant les moteurs de recherche et les réseaux planétaires du web sont souvent les bailleurs de fonds des projets numériques et en deviennent parfois les propriétaires. Relativement aux sources de l'histoire de l'Afrique, l'objectif est donc de veiller à que la propriété des fonds documentaires et la conséquente possibilité de gérer le flux d'informations ne passent pas des anciennes métropoles coloniales aux nouvelles puissances mondiales de l'informatique, et que donc les populations africaines assistent impuissantes à un nouvel saccage de leur patrimoine culturel. Ce danger me semble assez important du fait que la bataille pour les nouveaux savoirs se dispute sur le terrain des acquisitions des compétences et que si les universités africaines disposent de départements de mathématiques et d'informatique d'excellence, elles sont souvent incapables d'assurer un futur à leurs doctorants en informatique qui émigrent en masse vers l'étranger. Ce risque de manipulation et d'expropriation des savoirs est présent aussi quand les bailleurs sont les institutions publiques et que l'intérêt en jeu est celui de l'État. L'Ouest saharien est en effet une région africaine dont les équilibres sociopolitiques sont assez précaires et qui, en raison de la situation du Nord Mali, a été mise au centre des préoccupations de la diplomatie internationale. Quand Publimos a été conçu, l'idée était justement d'offrir un instrument d'approfondissement de l'histoire de l'Ouest saharienne, sans savoir toutefois nécessairement en l'esprit la situation nord-malienne. C'était plutôt la Mauritanie et le Sahara occidental qui étaient au cœur de nos préoccupations en raison de nos propres projets de recherche. Une fois le premier document scientifique terminé, il était soumis par le biais de l'ambassade de France de Nouakchott au ministère des Affaires étrangères français. Notre objectif était celui de mobiliser la coopération franco-mauritanienne à mieux d'obtenir un premier financement visant notamment les manuscrits des bibliothèques du désert en Mauritanie soumis à un implacable procès de détérioration. C'était l'année dernière, on était en avril 2012.
En octobre, nous étions reçus à la direction du patrimoine du ministère des Affaires étrangères à Paris, pour illustrer notre programme de recherche. Une série de 3 réunions s'ensuivaient entre octobre et janvier 2013, où des suggestions d'ordre technique se mêlaient à des conseils plutôt politiques. Pour une partie de nos interlocuteurs, la région ouest saharienne se réduisait au Mali. Et on nous faisait comprendre en outre que pour ne pas déranger un certain pays ami, mieux aurait valu ne pas afficher notre intérêt pour une certaine zone de l'ouest saharien. Au cours des réunions, il était ainsi clair que nos interlocuteurs ne partageaient pas vraiment nos préoccupations scientifiques et que leurs soucis étaient plutôt d'une autre nature, comme si on essayait d'accompagner l'intervention militaire qui s'est préparée dans l'Azawad avec un volet culturel, arrivant jusqu'à nous chuchoter qu'un titre du projet avec le mot Mali à l'intérieur du projet Biblimos, aurait eu beaucoup plus de chances d'être financé. Aucune incorporation de Biblimos aux instituts français présents dans les pays ouest-sahariens aurait été souhaitable. Mais pour nous, cette récupération était évidemment bien dangereuse pour de multiples raisons. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si Biblimos recevra une subvention ou non de la part du Quai d'Orsay, eu égard aux précisions sur nos objectifs que nous avons donnés au fil des 3 réunions avec le ministère. On pourrait penser que d'un côté, nous avons été un peu naïfs et que de l'autre, le gouvernement français a tout le droit de soutenir sa politique étrangère en s'appuyant sur des institutions scientifiques telles la nôtre. Il n'en reste pas moins que nous avons perçu que l'intérêt pour notre programme de recherche pourrait n'être que conjoncturel et que donc, une fois la France réglée ses questions politiques et militaires au Mali, l'Ouest saharien pourrait retourner dans l'oubli dans lequel il était jusqu'à la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. Quelle conclusion tirer de tous ces éléments? Je me limiterai à 3 points principaux. L'interaction entre sciences informatiques et sciences humaines et sociales est fondamentale et souhaitable, mais elle présente des limites importantes lorsqu'elle ne donne pas lieu à des échanges de compétences dans les 2 sens. Or, si on voit de plus en plus de chercheurs en sciences humaines et sociales se plonger dans l'univers binaire informatique, il n'y a pas suffisamment de chercheurs en sciences de l'informatique qui font le parcours inverse. Je vois clairement là la structuration d'une sorte de nouvelle caste de savoir, ou de savants plutôt, composée de scribes technologiques auxquels les sciences humaines et sociales feront appel pour des prestations de services, mais dont elles ne seront pas vraiment en mesure d'apprécier la portée de leur action. Évidemment, la question prend de l'ampleur quand cette caste s'identifie avec Google et les autres puissances mondiales du web. Deuxième point, loin de fournir des outils d'accès aux sources de leur histoire, même pour les pays les plus démunis, l'essor des digital humanities, humanité digitale en France, mais c'est une traduction terrible, risque de compromettre les processus d'émancipation culturelle des pays africains qui ne seraient pas capables, pour diverses raisons, de tenir le pas avec les nouvelles technologies et les nouveaux instruments de contrôle des flux d'informations. La subalternité culturelle se reproduit dans la subalternité numérique. Troisième élément, et je termine, tout projet numérique concernant l'Afrique est en soi un projet politique. Mais si, comme j'ai essayé de l'expliquer pendant le Biblimos, le croisement des données et des grilles de lecture permet d'avancer dans la compréhension mutuelle des sociétés africaines et européennes à travers l'histoire, dans d'autres situations, l'emprise européenne continue à être tellement importante qu'on peut craindre qu'une hégémonie culturelle sous de nouvelles formes soit toujours existante. Cette hégémonie est le résultat de l'imposition aux pays africains de projets où leur participation est limitée à la fourniture de la matière première, c'est-à-dire des archives, mais ne concerne pas une réflexion commune sur le contenu de ces archives. Comme autrefois les pouvoirs coloniaux créaient des musées d'ethnographie pour exposer les trophées de la conquête coloniale, aujourd'hui on expose des manuscrits, des documents, des sources diverses dans les sites web hébergés en Europe et aux États-Unis, nouveaux musées de beaux objets virtuels qui, encore une fois, demeurent inaccessibles à la plupart des populations dont ces sources relatent l'histoire. Merci. Bien, merci professeur Francesco. Voilà. Il est 9h35. Nous avons suffisamment de temps pour échanger avec le conférencier, lui poser des questions. Pour ma part, je pense que c'est une conférence très très claire, bien structurée, bien menée, bien argumentée, bien documentée, très cohérente en même temps. Partant d'abord d'un plan bien présenté au début sur les enjeux liés à l'accès aux technologies numériques. Ensuite, une présentation assez sommaire, n'est-ce pas, de vos travaux de recherche à travers votre groupe.
et ensuite tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à la technologie et puis aux enjeux politiques, pour finalement mettre au centre de tout ça le concept de hégémonie culturelle. C'est très important. Bonjour. Voilà. Est-ce que parmi vous deux, il y aurait M. Dalla M. Fofana ou alors M. Lelo Matoumou Lelo? Non. Très bien. Voilà. Donc, conférence conclut sur 3 points. La question de l'interaction entre les sciences humaines et les sciences sociales. Deuxièmement, les outils utilisés pour l'action numérique, n'est-ce pas, qui peuvent finalement compromettre l'émancipation de la société africaine qui se veut encore un tout petit peu en retard par rapport à cette technologie. Et puis finalement, tout ce qui est lié en Afrique, tout ce qui est lié au projet de la web, d'Internet, tout, s'avère être lié, n'est-ce pas, aux considérations d'ordre politique. Voilà un peu très sommairement ce que j'ai pu de l'année de cette conférence. Si vous avez des questions, des éclaircissements ou alors des suggestions, des commentaires, je vous laisse la parole. Et il serait souhaitable que chacun s'identifie, nom, prénom, l'origine, et puis vous posez votre question. Mon nom c'est Kado Aruzuma, je suis anthropologue, je travaille au Nigeria, mais je suis d'origine nigérienne, Nigeria. J'ai trouvé votre présentation très très intéressante, et je le dis sincèrement, et pour un certain nombre de raisons. D'abord, généralement, nous ne pensons pas que de tels sujets puissent faire l'objet de recherches en sciences sociales approfondies. Vous avez donné la preuve que c'est possible. Par exemple, l'implantation d'une bibliothèque. Qui pourrait penser, par exemple, que cela peut déboucher, par exemple, sur des discussions d'ordre théorique, etc. Vous avez montré qu'il y a des enjeux très sérieux, des enjeux idéologiques très sérieux dans la conception, l'implémentation d'une bibliothèque numérique, par exemple. Le deuxième problème très sérieux que vous posez est celui, je crois, de la division du travail scientifique et intellectuel, et particulièrement des relations de domination dans cette division du travail. Et plus, troisièmement, le fait aussi que certains objets que nous tendons à considérer comme tout à fait neutres d'un point de vue idéologique ont en réalité des prolongements politiques ou sociaux très très sérieux. Et c'est ça que j'ai surtout retenu dans votre présentation. Bon. Le problème principal qui me semble posé ici, c'est qui détient la maîtrise de la diffusion du savoir. Qui détient la maîtrise de la diffusion du savoir. Et deuxièmement, la tentative que vous faites de résister contre ça. C'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau qui échapperait au carcan de la domination politique, au carcan de la domination idéologique. Et bon, maintenant, je me pose la question de savoir s'il est possible d'échapper, par exemple, à une société qui est caractérisée par la domination, d'y échapper, en fait. C'est un peu comme lorsqu'on nous dit que, par exemple, le système scolaire est établi sur la base égalitaire et que tous les étudiants ont les mêmes chances. Bon, tous les sociologues ont démontré que ce n'était pas vrai, nous n'avons pas exactement les mêmes chances. Est-il possible d'implanter, par exemple, une bibliothèque qui ne serait pas entachée, par exemple, de subjectivité, d'idéologie, etc. Est-ce possible ou non? Parce que vous avez commencé par dire, par exemple, que les systèmes numériques sont souvent considérés comme étant neutres. Bon, est-ce que votre projet n'est pas une tentative de mettre en place aussi un système qui serait neutre et qui échapperait, par exemple, à cette domination
idéologique. Voilà la question que je pose. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est comment l'histoire peut être manipulée, rien que par exemple sur des questions de classement des archives, disponibilité des archives et surtout l'interprétation qu'on peut donner par exemple au classement même des archives. Quand on prend, et là particulièrement par exemple le cas de l'Azawad, à ce moment, la question de l'histoire des relations entre les communautés africaines est posée de façon très sérieuse, par exemple particulièrement dans la question du conflit du Mali entre les rébellions du Touareg et les communautés. Sur l'interprétation qu'on peut donner aux relations historiques établies entre les différentes communautés, par exemple, et aussi entachées d'idéologie. Et c'est là qu'on voit par exemple, par exemple, dans le discours officiel français, les Touaregs sont des gens qui ont toujours été plus ou moins marginalisés après les indépendances, dominés, etc. De l'autre côté, on présente aussi les réactions, par exemple, des dirigeants politiques maliens comme étant le résultat d'une espèce de vengeance. De la même manière qu'on donne une lecture raciale, par exemple, à ces relations-là. Ça montre combien l'histoire est véritablement importante et encore présente. Le poids de l'histoire est présent dans tout ce qui se passe dans les événements actuels. Et cette histoire-là ne peut se lire que dans les archives. Et donner à lire les archives, les présenter d'une certaine manière, etc., débouche aussi sur des considérations d'ordre idéologique, tout ça. Et c'est pourquoi j'ai trouvé vraiment votre... Et qui montre aussi la subalternité, comme vous dites, des sociétés africaines dans cette division du savoir, dans cette division du travail scientifique, etc. Et si on dit subalternité, ça veut dire que la définition des rapports, par exemple, entre les communautés africaines, qui la détient, c'est ceux qui dominent, qui détiennent ça, et cela transparaît notamment dans l'accès, par exemple, aux archives, la façon dont les archives sont classées, réinterprétées, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé votre très bon commentaire. Présentation vraiment. Il y avait quand même une question qui est sortie, notamment sur la résistance, on va peut-être dire, du local par rapport à cette domination internationale ou mondiale, globale. La culture, l'histoire qui est là dans le thème de est-ce que les outils en possession peuvent permettre de faire face à cette pluie C'est-à-dire donner à l'objet technique la capacité, par exemple, de neutraliser toutes les apories idéologiques, la capacité de neutraliser même l'interprétation des rapports entre les gens, juste parce que ce sont des objets techniques qui sont supposés être neutres. Oui, je sens mon souci, si vous voulez, celui-là, c'est que finalement, derrière tout procès de traitement des documents, se cache toujours quelque chose. Rien n'est toujours neutre, je veux dire. Sauf que il y a une différence entre ce que vous voyez. Je fais l'exemple de la bibliothèque numérique mondiale parce que ça me semble la chose la plus, je veux dire, éclatante quand même. Je veux dire, vous allez sur le site, vous trouvez tous les documents, ok, très bien, etc. Pourquoi celui-là et pas un autre document? Oui, pourquoi ce document à l'intérieur de cette bibliothèque? On ne trouve pas de réponse, aucune réponse. Je veux dire, on peut même poser la question. Je veux dire, on est simplement des utilisateurs passifs. Et donc on a sait que la bibliothèque numérique de l'UNESCO, que l'UNESCO a fait une sélection, etc. Et comment on peut dire, on dit que bon, on ne doute pas de la bonne foi de l'UNESCO. Mettons les choses comme ça. Le problème, c'est que quand on fait une numérisation d'archives, on met des archives en ligne. Là, je suis en train, évidemment, on parle de l'Afrique, etc. Mais vous avez partout des exemples comme ça. Le web maintenant est en train d'exploser de bibliothèques numériques sur la Première Guerre mondiale, des petits pays, des petites communes, etc. Il y a toujours des procès, disons, de sélection par rapport à ça. Mais bon, mon souci est
quand je vais aux archives, même si c'est des archives coloniales, moi je sais qu'il y a eu un problème de classement. Je veux dire, je peux déterminer à quoi certaines représentations répondent, à quel contexte. Si je suis historien, je veux dire, évidemment, je fais tout un travail de toute façon d'identification des documents et de lecture, disons, transversale des documents. Parce que je sais qu'il y a des instruments de travail qui me permettent de définir toute une série de choses. Et évidemment, je peux me tromper. Ça, c'est le travail de chaque historien, je veux dire, etc. Mais j'ai les instruments pour faire ce travail. Dans une bibliothèque numérique où rien apparaît de tout ça, et où on me présente seulement le document comme ça, là, exposé, là, je ne peux rien faire, je veux dire. Même dans les cas les plus, disons, souhaitables, où par exemple les archives d'Aix-en-Provence sont en train de faire une numérisation massive, eux, elles pensent de mettre en ligne d'ici 2050 toutes les archives qu'elles ont. Et donc, ils font même un travail disons, ils font même un travail sur les inventaires, ou les archives de Vincent qui ont publié tous les inventaires, par exemple. Mais je n'ai pas accès à l'ensemble des instruments. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille, si vous voulez, dans la conception de la bibliothèque numérique. L'autre chose, oui, est-ce qu'on peut échapper par le biais des instruments numériques? Je ne sais pas, j'essaye. On essaye. On essaye comment? On essaye par exemple en impliquant le plus possible dans ce cas le département, je vous ai parlé du département des mathématiques et informatiques de l'université de Nouakchott, mais il y a aussi à vrai dire des contacts avec le département d'informatique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais le but, c'est pas d'avoir seulement des informaticiennes africaines qui participent dans le projet comme ça pour dire ah oui, non. Le problème, c'est de faire comprendre aussi aux informaticiens français qui participent à tout ça qu'on peut avoir des enjeux différents, même dans la construction de l'outil, et que ces enjeux qui sont différents doivent forcément être confrontés à des préoccupations qui vont au-delà de l'aspect purement technique. Or, évidemment, moi je ne suis pas informaticien, donc mais je vois simplement des discussions qui ont lieu entre les informaticiens qui ont collaboré avec nous à Tours et les informaticiens de Nouakchott. Je ne suis pas en train de dire qu'ils parlent un autre langage, je suis en train de dire simplement qu'ils ont une autre conception de la manière de structurer un projet de bibliothèque numérique. Et ça, il faut le prendre en considération. Or, évidemment, on pourrait me dire, ah oui, mais vous allez quand même chercher le financement auprès du ministère des Affaires étrangères et la coopération. Je sais, c'est une contradiction en termes, mais il faut chercher l'argent quelque part. Par contre, je refuse d'accepter toute une série d'éléments, de suggestions entre guillemets. Donc, je vois qu'il faut quand même se poser dans une position de force, même si on n'est pas vraiment fort pour résister à quelque chose comme ça. Finalement, on fera avec d'autres moyens ce qu'on a envie de faire si on n'aura pas l'argent du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, par contre, j'ai quand même un signe c'est un petit signe parce que finalement, on a constitué, Bibliomos se compose de sous-équipes, donc on a une équipe mauritanienne qui s'occupe seulement des sources poulard et qui est censée aller chercher les sources poulard dans la vallée du Sénégal côté mauritanienne. Donc, on a obtenu quand même un financement pour ça. Et c'est déjà pas mal. Et si vous voulez, c'est la première chose, la chose concrète de Bibliomos. Aujourd'hui, Bibliomos existe parce qu'il y a eu ce petit financement. Donc, alors que c'est beaucoup plus difficile de trouver de l'argent pour mettre en marche toute la machine, je veux dire. Donc, évidemment, il faut faire attention. Mais moi, ce que je disais dans mon paper, ce n'était pas d'arrêter de faire des bibliothèques numériques. Ça serait une folie. C'est d'être vigilant. C'est de garder quand même cet esprit critique par rapport à la construction. Parce que la bibliothèque numérique, c'est quand même la construction de nouveaux savoirs. Même avec on peut dire, la construction avec des vieux ingrédients, on fait quelque chose de nouveau. Bon.
Bon, la question était là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci bien, Monsieur le Président. Je me présente, je m'appelle Nafé Keita. Je suis philosophe et entrepreneur de formation. J'enseigne à l'Université de Bamako. Et sur la réunion pareil. Bamako. Oui, l'Université de Bamako, Mali. C'est vrai, je ne vais pas revenir sur ce que mon grand frère Gado a eu à dire. C'est votre grand frère. Mais oui, c'est mon grand frère social. Ok. D'abord, dans la présentation, j'ai cru entendre Est saharien. Ouest, ça allait. Ouest, ah, d'accord. Voilà. Ouest. On se comprend mieux maintenant. Parce que quand on veut travailler sur les archives ou leur numérisation au niveau de l'Ouest saharien mauritanien, c'est davantage au niveau de la vallée de Tchingiti, c'est Walata, c'est Léman, c'est Ladara, qui fait frontière avec une partie du Mali, à savoir la frontière entre l'espace qui se trouve entre deux villes, la ville de Arawan et la ville de Taoudini. Il y a une vallée qui se trouve à ce niveau, une vallée de 110 km qui s'appelle également l'Azawad. Et contrairement à l'autre vallée qui se trouve entre la frontière malienne et la frontière nigérienne, qui est la vallée de l'Azawad. Et au niveau du delta intérieur, il y a la vallée de l'Azawad. Donc à ce niveau, ce n'est pas l'Azawad politique que je voudrais parler cette fois-ci, mais l'Azawad culturel, l'Azawad social. Quand on veut travailler sur les archives à ce niveau, c'est vrai, il y a la question des sources, il y a la question des données. Vous avez eu à parler des paradoxes à ce niveau. À mon avis, tout est une question de décentrement. D'abord, l'histoire de ces différentes contrées, c'est l'histoire des vainqueurs. Donc, en se situant dans un parallélisme entre ceux qui arrivent en réalité à numériser les différentes archives, qui les véhiculent au niveau des sociétés africaines, est-ce qu'on peut parler de dominés, et en même temps, si ces archives-là réellement traitent de l'histoire des dominants. Par exemple, au niveau de Tombouctou, au niveau du centre Ahmed Baba, le gouvernement a essayé de faire des réunions, de rassembler toutes les archives au niveau de ces centres. Mais ces archives, en réalité, n'appartenaient pas à la collectivité, ces archives appartenaient à des familles. Et les 99% de ces archives-là sont consignées en langue arabe. Quand on prend toute la vallée du fleuve Sénégal et de la vallée du fleuve Niger, les premières traces d'écriture qui ont pu consacrer la postérité, c'est beaucoup plus arrêté par le fait des arabisants. Or, la mise en valeur du centre Ahmed Baba, ça a été fait davantage par des Libyens, des Berbères, et par des Sud-Africains. Aucune puissance arabe en réalité, aucune communauté arabe n'a eu à mettre un sou pour la numérisation des archives du centre Ahmed Baba. Ça, c'est un premier niveau. Alors, les subalternes, ça dit, ou l'esprit de dominer, n'est pas fondamentalement un paradoxe. Tout est fonction en réalité de la posture à partir de laquelle on essaie en réalité d'accéder à la source et de pouvoir numériser. Et à ce niveau, on doit mettre en réalité ces archives numérisées à la disposition de qui? Qui peut les exploiter? Si dans le contexte algérien, dans le contexte mauritanien, il y a toute une idéologie pan-Assadia qui est là contre l'idéologie Wolof, l'idéologie Mandé. Donc, cela procède davantage à donner une certaine forme de légitimité au pouvoir algérien. D'abord, le scientifique, il fait son travail, au moins, des données existent, il faut faire en sorte que ces données soient en réalité à la disposition du public. Qui a intérêt aujourd'hui en réalité que les archives de Tchingeti, de Walata, de Nema ou de Lada soient en réalité numérisées et soient connues. Or, cette histoire renvoie davantage à l'histoire des enseignants, pas à l'histoire des Peuls, pas à l'histoire des Wolof, pas à l'histoire des Malinké au niveau des Nema. Donc, ça renvoie à ces faisceaux de contradictions idéologiques, non pas en termes de subalterne studies, mais davantage par rapport à l'histoire locale. Or, aujourd'hui, nous avons besoin davantage de l'histoire du peuple, l'histoire des producteurs directs, et non l'histoire en réalité de ceux qui ont eu à diriger, l'histoire du sommet.
Vous avez terminé? Voilà. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas capté de question comme telle. Hein. C'est un commentaire qui remet en surface les enjeux locaux, la dynamique socio-culturelle, anthropologique, telle que ça se présente. Et là, moi, je vais quand même me permettre, parce que j'avais déjà ça en tête, par rapport à vos travaux, les recherches telles que vous avez menées au centre. Vous essayez de voir la portée, on va dire, globale, internationale. En même temps, il y a le local qui est là avec sa réalité. D'un point de vue stratégique, je dirais même politique, quel rôle pensez-vous que ce local pourrait jouer? Parce que là, nous sommes dans un schéma dominant-dominé, top-down. Alors que, c'est la base qui possède quand même les éléments culturels, et tout. Quel rôle pensez-vous que le local pourrait jouer pour arriver maintenant à l'autre question de la résistance qui a été menée au début, si vous voulez? Là, c'est votre commentaire pour lâcher ce genre de relation. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des dynamiques locales qui influent sur cela. Je vous dis simplement une chose pour faire par contre la liaison entre dynamique locale et dynamique internationale. Vous savez quand les Français sont entrés à Tombouctou, qui ont dit que tous les documents étaient brûlés, etc. Moi, j'étais en contact avec l'équipe sud-africaine des Tombouctou Manuscrits, qui ne cessait de me dire laisse-les tomber. Nous, on connaît la réalité, on est en train de vérifier ce que nous... Et nous avons reçu même des demandes du ministère des Affaires étrangères français qui disaient « Ah non, mais oui, ils sont tous brûlés, oui, donc il faut aller... » Et ce n'était pas ça, évidemment, parce qu'ils ignoraient complètement le fait. Moi, c'est ça la chose. Ils ignoraient complètement le fait qu'il y avait quand même d'autres équipes, d'autres pays, avec un regard différent, comme vous le dites, parce que c'est absolument... Je suis totalement... Je ne pourrais pas être en désaccord avec vous. C'est vraiment une question de perspective. Pourquoi on numérise... pourquoi et pour qui on numérise les archives. Et donc, moi là, j'ai vu vraiment, je me suis dit, il y a quand même un problème, je dirais. Les Français n'ont pas le monopole du savoir à Tombouctou et dans le Mali, mais il faut quand même qu'ils le sachent. Je veux dire, qu'ils arrêtent de nous dire, ah oui, mais il faut numériser Tombouctou, parce que, ou les autres archives du Mali, parce qu'ils sont en danger, etc. Non, c'est pas ça la question, c'était pas ça l'objectif du projet. Pour ce qui concerne les dynamiques locales, je vais vous répondre avec un exemple. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu un financement pour la recherche des fonds poulard en Mauritanie. Et quand tout au début on a commencé à constituer les équipes, donc les équipes évidemment, comme chacun d'entre vous, je crois, a agi, sont constituées à partir, disons, des premiers noyaux de connaissances, c'est-à-dire, ah oui, on connaît que ce type-là fait cette chose-là, sur ça, etc., etc. Donc finalement, on est arrivé à constituer deux équipes en Mauritanie, une équipe arabophone et une équipe poularophone. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est idiot, ils travaillent sur les sources, dans le même projet, avec les mêmes objectifs, mais pourquoi ils doivent faire des réunions, disons, l'un à Nouakchott, dans un quartier de Nouakchott, et l'autre dans un quartier de Nouakchott. Et donc, eux, ils ont finalement, c'est eux-mêmes qui ont dit, ah oui, mais c'est vrai, on commence à travailler ensemble. Donc, ils ont commencé à faire des réunions de gestion du projet au niveau mauritanien, ensemble. Moi, je dis, Sophie Caratini, qui est ma collègue, etc., je dis, tu vois, Francesco, même si le projet ne passait pas, si on n'a pas de financement, etc., seulement le fait d'avoir mis les gens ensemble à travailler sur des sources communes, ça serait un résultat comme ça. Quand on pense à l'histoire de la Mauritanie, à tout ce qui s'est passé en 89, etc., etc., etc. Donc, oui, évidemment, il y a des dynamiques locales. On essaie de faire face avec les instruments qu'on a. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas, mais... Oui. Complément d'information. Pour la petite histoire, au niveau des manuscrits de Tombouctou, je parle des archives du centre Ahmed Daba. Les 98% avaient été déjà transférés à Bamako avant que les gens rentrent. Les archives qu'ils ont eu à détruire, c'est beaucoup plus des archives irrécupérables. Merci, monsieur le modérateur. Professeur Tchadeoune, de l'université du Cameroun, de Yaoundé.
Je suis très intéressé par cette discussion. Je veux d'abord me rejoindre mes prédécesseurs pour saluer la cohérence de l'exposé que vous nous avez servi. Je suis très intéressé par cette réflexion sur ce que vous avez appelé les dynamiques du local. Parce que le problème, je crois, qui se pose aujourd'hui à l'Afrique, c'est de se demander si l'Afrique peut utilement, valablement évoluer vers le global sans un enracinement fécond, réel, dans le local. Nous sommes dans un monde en cours de numérisation, un monde technologisé. Nous sommes là au Canada, je crois que le Canada représente avec l'ensemble de l'Amérique du Nord un des pôles de progrès technologique parmi les plus avancés. L'Afrique, elle, se trouve, on dirait, l'Afrique contemporaine, à cheval entre le local et le global. Le local constitue tout ce qui est propre à l'Afrique et qui se trouve encore, pour l'essentiel, à une échelle petite, aussi bien dans le domaine des médias, de la communication, que dans le domaine de la connaissance, des connaissances historiques, des archives, etc. Quant au global, le global, c'est ce qui nous vient de loin et qui est dominant, dont nous retrouvons le même rapport dominateur, dominé, si vous voulez, autorité, obéissance. Je crois que là se situe un des enjeux. Comment est-ce que l'Afrique peut espérer entrer dans le mondial sans être effacée ou écrasée si elle n'a pas un enracinement solide dans le local? Voilà une question. Non, je voulais poser la deuxième et la dernière. Ok, allez-y. Mais c'est une des premières préoccupations. Ah, très bien. Bon, la deuxième question, peut-être qu'elle a un petit rapport avec la question que je viens de poser. C'est sur les perspectives même de progrès social, socio-économique de l'Afrique, avec un lien avec les technologies nouvelles. Vous savez ce que certains courants, certains économistes ont pensé. Le verdict, si j'ose dire, de certains économistes comme Rostow, qui pensaient dans les années 60 que pour se développer, toute nation doit nécessairement avoir franchi 5 étapes. La transition, le take-off, le décollage, la maturité et la consommation de base. Pour Rostow et ses collègues des années 60, c'était incontournable. Il faut être passé par ces 5 étapes. D'ailleurs, je crois que les pays occidentaux, de manière générale, n'en pensent pas le contraire. Et il faut y ajouter une nécessité, un passage nécessaire à l'industrialisation. Et tout le monde sait que l'Afrique ne fut pas concernée par la révolution industrielle du 19e siècle. Oui. Est-ce que vous seriez par hasard Dalla Fofana ou alors Lelo? Ok, installez-vous. Bon, comme le conférencier est là, je vais donc. Ma question est là. Pour certains comme Rostow, pour se développer, l'Afrique doit franchir étape par étape les 5 étapes qu'il a énumérées. Pour d'autres aujourd'hui, peut-être plus optimistes, ils pensent que l'Afrique peut très bien tirer parti des technologies, les technologies de l'information et de la communication, et réussir un saut qualitatif. Alors, quelle est votre analyse dans vos recherches sur cette espèce de débat? Alors, vous prenez environ 2 minutes pour réagir très rapidement. Oui, le temps de donner la possibilité à M. Lelo de rentrer dans la nage. Mais je... Il y a une projection, on peut faire une projection. Vous aurez un PowerPoint? Oui. D'accord, nous avons une technicienne qui va s'en occuper. Pendant que je peux attendre, je vais attendre. Elle va s'en occuper, elle est très compétente. Ça va. Allez-y. C'est pas facile de répondre à votre question. Tout d'abord parce que
je ne peux pas répondre à votre place. Je dirais, moi je ne suis pas africain. Je voudrais que vous vous rappeliez quand même de ça. On sait Non, jamais. j'interrogeais. Oui. Non, je connais ce genre de réponse, monsieur, s'il vous plaît. J'interrogeais tout simplement le chercheur. Un Oui, collègue oui, c'est ça chercheur. que je voulais dire. Par contre, de ce que j'ai vu, et je le disais tout à l'heure, il y a quand même une manière différente de s'approprier des technologies numériques surtout. C'est ce que j'ai remarqué dans le développement de ce projet, disons, de bibliothèque numérique. Le département de mathématiques et informatique de Nouakchott a inscrit Biblimos entre ses axes de recherche, par le département d'informatique et mathématiques de Tours. C'est pour vous dire la différence. C'est qu'eux, ils considèrent quand même prioritaire le fait qu'on puisse avoir la possibilité de collaborer avec d'autres chercheurs, parce que pour le moment, on est un peu mauritano-centrique, mais ce n'est pas notre objectif, je veux dire. C'est pour ça qu'on a pris des contacts avec l'Université de Saint-Louis du Sénégal. Et moi je trouve que ça c'est vraiment très important, très marquant, parce que c'est pour ça que je disais même tout au cours de mon paper que probablement tout l'outil technique sera développé pas par Tours, ou du moins tout sera probablement un partenaire de ce qu'on fera à Nouakchott. Et je termine avec une dernière chose. On a répondu à un appel d'offres de l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche scientifique, sur un thème précis qui pourrait être inscrit dans Biblimos. On a réuni une partie de l'équipe Biblimos parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, etc. Donc finalement, on sera une quinzaine de chercheurs. On ne sait pas encore si le projet sera financé ou non. Mais ce n'est pas ça la question. C'est qu'avec les collègues mauritaniens, on a décidé que les 2 premières réunions de ce projet n'auront pas lieu à Tours, comme c'est normal, parce que c'est quand même l'Agence nationale de la recherche française qui finance ça, et c'est quand même le labo qui est porteur de ce projet, mais à Nouakchott. Et ça pour permettre aux gens, par exemple à des gens du département d'informatique de l'Université de Tours, qui n'arrivent même pas à localiser la Mauritanie sur la carte géographique, si vous voulez, de ramener totalement la perspective. Moi, je pense que ça, c'est la seule manière, je veux dire, de faire les choses, d'essayer de le faire de la manière plus correcte possible. Je ne sais pas si on arrivera, je veux dire, je reste dans le domaine des hypothèses, éventuellement. Mais il y a quand même une volonté dans ce sens. Ok, on va pour moi. Là, vous avez une clé USB. Merci pour votre question et merci pour le débat, parce que c'est... Vous restez encore là pendant que la technicienne va travailler pour préparer la prochaine conférence. J'aimerais quand même ajouter un petit mot par rapport à cette préoccupation, parce que ça s'inscrit un peu dans mes... Bon, là, nous avons une conférence sur le numérique, la web, tout ce qui a été dit. Les relations entre le global et le local, il ne faudrait pas se limiter, n'est-ce pas, à une lecture purement verticale. Quand bien même on le ferait, le local n'a de sens que si le global existe, et vice-versa. S'il n'y avait pas le local, le global ne serait pas là. C'est un peu comme le jour et la nuit, pour nous permettre de comprendre le temps. C'est pour ça que les géographes modernes aujourd'hui parlent de localisation, c'est-à-dire le point de rencontre, de confrontation entre le global et le local. Ça, c'est un débat, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans les préoccupations des universités, notamment africains, aujourd'hui. Je vais pouvoir vous prêter un grand centre de recherche sur les innovations sociales au Canada, CRISES. Allez dans ce site, vous allez voir une littérature abondante sur notamment le développement local, bref, sur le local en un mot. Premièrement. Deuxièmement, parmi les débats, les réflexions, les travaux de certains intellectuels africains notamment, il y a un concept qui est en train d'être mis de l'avant. Je travaille sur ce concept.
nous appelons l'hégémonie intellectuelle africaine. Où, n'est-ce pas, on revisite, on relit, on réinterprète toutes les valeurs que l'Afrique possède dans son terroir, afin de voir dans quelle mesure celle-ci pourrait être valorisée et pouvoir faire face aux défis actuels de la mondialisation. Vous comprenez? Alors, donc, les universités du Sud, de ce point de vue, me semble, ont un rôle fondamental à jouer. Ce n'est pas plus à avoir une conférence, parce que c'est un autre débat, je vais ont un rôle fondamental à jouer, notamment sur les initiatives, comment innover, comment redonner au local un certain leadership, n'est-ce pas, qui soit à la hauteur des enjeux de la mondialisation aujourd'hui. Le global ne peut s'exprimer, et s'exprime, là je vais être affirmatif, parce que c'est le local, les États, les gouvernements et tout, qui crée des espaces de déploiement de ce global-là. Alors ne pourrait-il pas, n'est-ce pas, créer d'autres espaces pour justement aller à partir d'une perspective bottom-up, et puis bon, que tout se joue au niveau de cette localisation. Bon, c'était juste... Bon, alors on va vous laisser la parole. Nous avons encore exactement... Vous restez encore là, vous êtes conférencier. Nous avons 20 minutes avant la fin de l'heure. 20 minutes, si vous pouvez... Moi, je crois que je vais intervenir après 11 heures. Ah, c'est maintenant. Donc, Lelo Matundu, Lelo, Oui. la provenance, rien n'est marqué. Ben, je viens de Montréal. Ok. Bonjour. Je suis... enfin, je suis à l'ICAM, mais pour le moment, je suis chargé de cours. L'Université du Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal, à l'école des sciences de la gestion. Jusqu'il y a quelques mois, j'étais chargé de cours. Et je suis entre la Belgique... je réside en Belgique en fait, hein, mais à Bruxelles. Je viens ici pour des recherches doctorales et j'enseigne en même temps. Et bon, le temps que j'ai terminé à défendre ma thèse, je suis un peu dans une période de transition où je suis en train de collaborer avec mon directeur de thèse, le professeur Michel Bédard, directeur du département management et technologie. Alors, la partie que je vais partager avec vous, c'est en fait l'un des éléments que j'ai trouvé sur le terrain pendant mes recherches, parce que mes recherches portent, c'est vrai, sur les organisations de type associatif du Nord et du Sud. J'ai mené des enquêtes ici même au Canada et au Québec, et en République démocratique du Congo, sur les rapports entre les ONG de développement du Nord et du Sud, dans les rapports comme acteurs. Qu'arrive-t-il lorsque les ONG du Nord reconnaissent et valorisent les compétences ou les connaissances locales? Qu'arrive-t-il après? Et lorsqu'elles ne les reconnaissent pas, qu'est-ce qui arrive aussi? Donc je suis parti dans cette recherche entre les relations Nord-Sud, mais dans le domaine associatif. Alors, c'est la raison pour laquelle dans ma présentation, le plan de présentation, je parle d'abord de contextualisation de l'exposé. Donc, avant d'arriver au problème d'outils de management, puisqu'il s'agit de communication, j'ai voulu d'abord contextualiser l'étude pour que vous puissiez comprendre d'où vient le résultat dont je vais parler aujourd'hui. Alors, donc, après la contextualisation, je ferai très rapidement la définition de quelques concepts, parce que je parle de compétences interculturelles, alors que d'habitude on entend gestion ou management des connaissances. Et puis les outils du management des connaissances en termes de communication, et ensuite les approches de la gestion des connaissances, parce que quand on parle de gestion des connaissances, il y a des auteurs qui sont en faveur du concept de gestion des connaissances et d'autres parlent de management des connaissances. Et si nous mettons ça en anglais, vous verrez que c'est vraiment de la confusion, parce que gestion et management en anglais, c'est la même chose. Et alors, je parlerai, pour terminer, du modèle que j'ai conçu, un modèle théorique, mais utilitaire. Je n'entrerai pas dans les détails, hein, donc je vais parler très sommairement de cela. On aura l'occasion d'en discuter, même après ici. Et ce modèle de management, je l'ai élaboré sur base de ce que j'ai constaté sur place
Et enfin, dans les mots de la fin, je vais utiliser quelques illustrations. Alors la thèse que j'ai présentée le 8 novembre 2012 porte sur les interactions interculturelles entre les organisations non gouvernementales du Nord et du Sud. Et j'ai voulu voir quel est l'impact que peut avoir la reconnaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valorisation des compétences, des connaissances locales sur le rapport entre les acteurs. À partir du moment où ils partent au Sud et qu'ils interviennent, et au moment où ils reviennent pour faire par exemple des retours d'expérience, est-ce que quelque chose se passe dans les relations entre les acteurs? Je commence par une illustration. Cette illustration montre, je pense que la discussion qui a eu lieu ici quand je suis arrivé peut être placée un peu dans ces cadres-là. Ça, c'est une séance préparatoire. Hein. On veut envoyer des coopérants. Donc, le OCI, c'est Organisation de coopération internationale ici au Canada, au Québec, parce que mon étude concerne pour les acteurs d'ici l'Oxfam Québec, Développement épais, l'organisme catholique, et Entrée des missionnaires, qui fait de la sensibilisation, de l'information, surtout au Congo en ce qui concerne les élections. C'est un groupe de lobbying en fait. Que se passe-t-il ici? Ils sont en séance préparatoire pour envoyer des coopérants au Sud. Ils sont autour d'une table, comme nous ici. Nous, on est là comme en classe. Là, ils sont vraiment en train de travailler très fort avec tous les outils de communication modernes. Ils vont sur le terrain pour former les facilitateurs, les paysans de relais, donc les acteurs qui sont sur place. Il y a un point d'interrogation parce que ces gens qui sont là, on leur a parlé d'un projet, on leur a parlé d'une intervention, on leur a parlé de l'argent qui vient du Canada, et on les appelle pour qu'ils puissent entendre ce qui vient du Canada pour être enseignés. Et je me suis posé la question de savoir, mais que se passe-t-il quand des personnes de cultures différentes se rencontrent? Tel que nous sommes là, nous nous rencontrons pour la première fois. Il se passe quelque chose lorsque nous parlons entre nous, mais au bout de 2-3 jours, je pense que les perceptions que nous avions au départ, quand nous nous sommes vus, changent en positif ou en négatif. Très rapidement, ma problématique, c'est que, parce que j'ai fait ma thèse sur la gestion comparée, donc le management qui, en fait, fait une analyse qui tient compte des différences culturelles, et certains auteurs parlent de l'impact que les différences culturelles peuvent avoir sur les performances. Mais moi aussi, je me suis basé essentiellement sur, parce que j'ai utilisé une approche constructiviste, et surtout interprétative, hein, parce que, les études quantitatives, les chiffres sont là, les statistiques sont là, on le met dans une machine et puis on sort des tendances. Et moi, j'ai voulu utiliser une approche interprétative parce que c'est un problème d'interprétation, d'interaction. Dans les interactions, il est difficile de quantifier. Donc, l'accroissement des contacts interculturels, justement, de toutes les communications qu'il y a eu au niveau des entreprises, la mondialisation a provoqué une prise de conscience des différences culturelles. Il y a des auteurs, pour l'Europe, c'est Hofstede, un Hollandais, et puis en France, la figure de Bruce, c'est Pierre Diriban. Et puis, il y a eu un constat sur le lien entre le management et les cultures. Donc, Chevrier, Kandem, Camerounais ont beaucoup écrit là-dessus, où ils s'interrogent même sur le fait qu'on ne parle pas encore du management africain. C'est un problème de culture, alors qu'on parle facilement on parle du management japonais, qui d'ailleurs a beaucoup influencé le management classique, je dirais. Et plusieurs auteurs occidentaux sont en train de prendre d'abord un virage, en adoptant les modèles de création de connaissances de Takeuchi et Nonaka, et puis la recherche de solutions appropriées au niveau des organisations. Donc Davel et ses collègues, et Nonaka et Takeuchi, vu cet accroissement des contacts interculturels, des informations qui allaient dans tous les sens, eux ont voulu réfléchir sur un management autre que classique, donc sur un management qui tient compte des différences culturelles et sur l'impact justement de la culture dans les façons de faire, dans la gestion des organisations. L'intérêt de ma recherche vient du fait que j'ai constaté des lacunes dans les études antérieures sur les interactions entre les organisations de coopération
internationale du Nord et les ONG du Sud. Lorsqu'on parle des rapports entre les acteurs, relations en pratique managériale, en compétences locales et en développement, on parle le plus de rapports de pouvoir. Que ceux du Nord viennent avec l'argent, ils imposent leur point de vue, mais dans mon approche, je me suis dit, il y a plus que le pouvoir, parce qu'au Sud, si je prends le cas du Congo, où je faisais mener ces études, le Congo est pris comme modèle en ce qui concerne la fédéralisation des ONG de développement. Il y a une fédération d'ONG qui regroupe 585 fédérations. Ce sont des groupes qui prennent en charge les organisations paysannes. Et les études qu'on mène là-dessus ne font pas ressortir ce qui est positif en ce qui concerne la dynamique qui vient de la société civile africaine. Pour le cas du Congo ici, bon, je fais des études comparatives avec le Cameroun. Et puis l'exclusion de l'Afrique subsaharienne dans les études de la diversité culturelle. Lorsqu'on parle de découpage en blocs culturels, on schématise. Il n'y a pas une pluralité de logique, mais il y a une seule logique qui est appliquée. Et puis, l'Afrique n'est nulle part. Il y a même un auteur, Dupuis, qui a fait une étude sur le découpage de pays ou de cultures. L'Afrique n'est nulle part. Il y a un point d'interrogation. On dit qu'il n'y a pas un air culturel, un espace culturel dans lequel on puisse mettre l'Afrique dans les blocs. On a pris plusieurs pays de l'Afrique du Nord, on les a mis avec certains pays européens, juste pour dire que l'Afrique subsaharienne, par exemple, n'est nulle part. Et puis le caractère limité des études sur l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne l'interculturel en gestion. Nous avons des études de Métabase, de Camden et du Rival, même Dupuis, qui parlent de la prise en compte de la dimension culturelle, par exemple, dans l'utilisation des outils qui sont importés d'ici. Lorsque vous allez en Afrique, vous parlez de contrôle, vous parlez de décentralisation, vous parlez de centralisation. Si vous ne cherchez pas le sens de ce que ça signifie sur place, à partir de cultures locales, vous prenez un occidental, vous prenez un africain, parlez-lui de transition, l'occidental sera vraiment à l'aise, il vous dira non, venez, il vous ouvre son bureau, il ouvre ses tiroirs, mais allez dire à un africain qui gère un projet, allez lui dire que je viens pour un contrôle, eh bien il risque de piquer une crise cardiaque, parce que le contrôle pour lui c'est autre chose. Et puis l'émergence d'initiatives de remise en question du matériel anthropologique et sociologique de plus en plus, y compris les missionnaires. Ceux qui ont fait des études ethnologiques ou anthropologiques ou sociologiques commencent à remettre en question les études qu'ils avaient effectuées dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup de clichés, il y avait beaucoup de stéréotypes, il y avait beaucoup de déformations, soit parce qu'ils ne connaissaient pas les réalités culturelles, soit parce que c'était en eux, ils ne pouvaient pas changer ça. L'objectif et la question de la recherche, moi je suis parti de l'examen de l'influence, justement, la légitimation. Lorsqu'on reconnaît, on valorise les compétences culturelles locales, provinciales et nationales, bien sûr, dans les interactions interculturelles, j'ai voulu aller voir ce qui se passe. Et la question générale de la recherche, justement, en quoi les interactions interculturelles entre les organisations de coopération internationale du Nord et les ONG du Sud sont-elles porteuses de changements dans les façons de faire et de faire faire, c'est-à-dire dans la façon de gérer ou dans la façon d'enseigner ou de communiquer ou d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Ma proposition de thèse, disons, il y a 3 points. Là, justement, si la prise, parce que je n'ai pas pris, comme c'est une recherche, une analyse qualitative, je n'ai pas, donc la proposition peut être synonyme d'hypothèse. La prise en compte de la diversité culturelle au niveau local, provincial et national dans les interactions est déterminant dans la légitimation de l'appropriation des compétences locales. Et lorsqu'on prend en compte la diversité culturelle, on peut y trouver une capacité de donner sens aux interventions sur le terrain sur le mode de gestion approprié. C'est-à-dire les modes de gestion qui viennent du Nord peuvent facilement être compris et, disons, en tenant compte de réalités locales, il est possible que ceux qui sont sur place les acceptent facilement sans les copier en voyant pas comment est-ce que cela peut cadrer avec les réalités locales qu'ils vivent.
Et puis les compétences locales peuvent être une garantie d'actualisation, d'adaptation, de création d'autres savoirs locaux et leur conservation. Je pars de cette proposition-là parce que les 3 ONG, Développement et Paix, Oxfam, Québec et Entraide missionnaire, sont en Afrique depuis plus de 30 ans. Mais depuis plus de 30 ans, tout ce qu'ils ont développé comme compétences, tout ce qu'ils ont acquis comme expérience n'est souvent pas actualisé, adapté, et on a créé d'autres savoirs, c'est vrai, mais ces savoirs ne sont pas codifiés, ces savoirs ne sont pas pris en compte pour qu'on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Parce que souvent, lorsqu'il y a un schéma classique, c'est ce schéma classique standard qu'on suit. Mon cadre conceptuel résume en fait ce que je viens de dire. Il y a les acteurs du Nord et du Sud qui sont en interaction dans les contacts culturels, qui peuvent être oraux, écrits ou directs. Et ces contacts aboutissent au bout du compte lorsqu'ils interviennent à l'identification et à la valorisation, à la légitimation des connaissances, à la création, au partage de compétences interculturelles, à l'adoption de nouvelles façons de faire et qui finalement, si on les prend en compte, peuvent être appropriés par ceux qui sont acteurs. Ça, c'est la carte d'implantation de coordination des ONG locales, comme je l'ai dit. Cette fédération, donc cette coordination des ONG locales en République démocratique du Congo, il y a 11 provinces en République démocratique du Congo, mais cette coordination a une représentation dans chaque province. Nous avons Kinshasa, qui est la capitale, qui en fait est la coordination nationale, mais Kinshasa, en tant que province, ville-province, a une coordination régionale. Alors, Kinshasa, la coordination nationale, qui a d'ailleurs assuré la coordination de tout ce que je fais comme enquête, gère l'ensemble du système, tandis que ceux qui viennent des provinces, les représentants provinciaux, gèrent ce qui est provincial. Lorsqu'il y a une intervention qui vient de l'extérieur, lorsque les Canadiens vont au Congo, par exemple, normalement, ils auraient dû prendre contact avec le Conseil national qui regroupe ces ONG pour qu'à partir de là, ils puissent aller dans leur lieu d'intervention. Mais cela ne se passe pas toujours de la même façon parce qu'ils vont avec de l'argent, ils ciblent les provinces où ils ont des arrangements. Si nous prenons par exemple la province du sud, Kivu ici, de l'Est, où il y a encore la guerre au Congo, les ONG privilégient cette région puisque c'est une région qui fait frontière avec le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda. Et les projets qui sont mis en œuvre là-bas sont considérés comme étant prioritaires. Et pourtant, les mêmes interventions seraient mises en œuvre ailleurs. Si ces ONG qui viennent d'ici étaient libres, cela permettrait à ce qu'on puisse effectivement toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontés les paysans. Ça, c'est la configuration des ONG, je ne vais pas m'y retarder, c'est juste pour présenter les différentes coordinations régionales avec l'effectif de leurs membres, donc 585 membres. Et dans notre étude, nous avons touché 58% des membres, donc 341 au total. J'ai réparti ça par population. Donc le Congo, pour le moment, a 73 699 habitants. 73 millions, par exemple, pardon, 699 190 disons, habitants. Et la province orientale, qui est la province la plus vaste, en étendue, qui a une superficie de 503 239, a pratiquement la superficie de l'Espagne. Donc vous voyez ce grand pays avec tous ces problèmes, mais la société civile s'est organisée. C'est la raison pour laquelle je préférais faire cette étude de manière à ce que mon échantillon ici soit représentatif. Mais le regroupement d'ONG de développement que j'ai choisi, ce sont leur champ d'action correspond avec les actions que mènent les ONG canadiennes, québécoises que j'ai choisi pour qu'il y ait quand même harmonie, que je puisse voir ce qui se passe ici, comment eux perçoivent les actions qu'ils mènent là-bas, et comment eux là-bas les perçoivent aussi, qu'est-ce qui se passe entre-temps. Alors, j'ai voulu juste contextualiser pour que vous puissiez voir d'où je viens. Et alors, là, je vais très vite, les résultats de mes recherches, j'essaie de les regrouper, comme ce n'est pas le sujet de ma présentation ici. J'ai tenu quand même à ce que vous puissiez voir d'où vient la préoccupation communication.
Donc, parmi les résultats de mes recherches, j'ai pris l'essentiel de ce qui peut être utile pour la présentation que je fais. Et d'abord, il est apparu que le rôle de coordination des organisations de coopération internationale ici au Canada et le rôle de coordination des ONG de développement local au Congo, c'est un rôle qui pèse dans la manière dont les interventions sont faites là-bas. Et il est même apparu que les coordinations au Québec servent seulement d'espace de partage, alors que les coordinations au Sud sont vraiment des coordinations qui font que tous ceux qui viennent des provinces se voient régulièrement. Et comme les distances sont longues, ils utilisent justement les outils, les technologies de l'information et de la communication pour donc, que géographiquement, ils puissent contourner la difficulté de la distance. Il s'est avéré aussi que les réalités socioculturelles, structures sociales et organisations sociales en République démocratique du Congo, dans mon questionnaire, je l'ai soumis aux Québécois ici, ils ont trouvé que ce n'était pas important. Donc ils n'ont pas répondu à ces questionnaires-là. Alors qu'au Congo, j'ai dû faire une enquête complémentaire. Les ONG du Congo ont refusé de remplir, de leur côté, ils ont refusé de remplir le questionnaire concernant, par exemple, l'utilisation de technologies de l'information, les modes de gestion, parce qu'ils ont estimé que lorsque ceux d'ici partent là-bas, ils considèrent que les gens là-bas sont nuls. On ne les associe pas, on arrive comme dans une salle de classe, on leur donne cours, et ils ont trouvé qu'il fallait qu'on insiste sur les réalités socioculturelles, parce que les modes de gestion ne peuvent émaner, selon eux, ne peuvent émaner que de ce dont on s'est mis d'accord. On s'assoit autour d'une table, on reconnaît les autres, qu'ils sont compétents, et à partir de là, on peut ensemble définir comment on va gérer ces projets. Mais ils ne vont pas gérer, parce qu'ils savent comment gérer ces projets. Et puis les compétences avérées, presque tous ceux qui coordonnent les actions des ONG en province ont au moins un titre universitaire. Et ils font des formes, tous maîtrisent les technologies de l'information et de la communication. Or, quand les représentants des ONG d'ici vont là-bas, ils considèrent qu'ils ne connaissent rien, et ils mènent le projet comme ça, et on sait ce que ça donne comme résultat. Alors, les besoins de valorisation de reconnaissance des compétences, ça s'est exprimé et reconnu après par ceux d'ici, lorsque je leur ai fait voir quels étaient les enjeux, et les compétences interculturelles dans un environnement socioculturel différent. C'est vrai que quand ils vont là-bas, ils sont dans un environnement différent, et ils ont très peu de temps. Donc, ils sont confrontés à pas mal de choses. Il y a d'abord l'adaptation, ils ont les familles, et ensuite, il faut qu'ils essayent de comprendre les cultures locales de l'autre côté. Et puis, ils seraient ressortis de tout ce que nous avons entrepris comme recherche, les résultats. Il est ressorti un besoin, une pertinence d'un outil de gestion des compétences, aussi bien au nord qu'au sud. Et c'est là qu'intervient la communication. Ils ont tous unanimement reconnu, aussi bien ici qu'au sud, qu'il est important que lorsqu'ils vont là-bas, qu'ils commencent d'abord par s'asseoir, au lieu de donner des leçons, qu'ils puissent d'abord s'asseoir, voir ce que ceux de là-bas ont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et là, les outils de gestion des connaissances sont ressortis avec plus de vigueur encore, et c'est la raison pour laquelle nous avons été conduits à élaborer un modèle de management des compétences interculturelles, justement. Alors, nous revenons maintenant au sujet qui nous concerne. Vous verrez que pour les concepts, parce que je ne peux pas faire une recherche sans parler des concepts, d'une recherche, donc on parle de management des connaissances ou de gestion des connaissances. Il y a plusieurs auteurs qui se complètent parfois ou se contredisent, mais nous avons retenu, en termes de management des connaissances, comme étant un processus d'apprentissage, de création, de transformation, de circulation des connaissances explicites, c'est-à-dire qu'on peut codifier, ou tacites, que nous connaissons, mais qui ne sont pas codifiables, dans un contexte donné. Donc, c'est un processus d'apprentissage, et dans les modèles de management des compétences, cette étape est la dernière étape. Et la première étape, c'est le repérage. Donc, lorsque, par exemple, on va intervenir en Afrique, je prends cet exemple, si on commence par repérer, par collecter, par classer les connaissances et les compétences locales, il est possible qu'à partir de ce moment-là, une confiance s'installe et que, de fil en aiguille, on arrive justement au management des connaissances.
Pourquoi compétences et non connaissances? Nous avons privilégié les concepts de compétences parce que le concept de compétences, en fait, comprend aussi bien les savoirs, les connaissances, les aptitudes, le savoir-faire et le savoir-être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré le concept de compétence dans la mesure où, lorsqu'on parle de compétence, on voit clairement que c'est la mobilisation de tout ce qu'on peut avoir comme connaissance, savoir-faire et comportement, mais en situation d'exécution d'une tâche. On peut avoir une compétence, et avoir une compétence et être compétent, c'est différent. On peut avoir une compétence et ne pas être à mesure lorsqu'on vous met à un poste de responsabilité, de bien assumer votre responsabilité. Mais si on a une compétence, cette compétence, être compétent signifie que vous êtes à mesure de mobiliser tous ces savoirs et de les mettre en œuvre. Pourquoi management des compétences interculturelles? C'est simplement parce que le management des compétences interculturelles contient, si nous définissons compétences management des compétences interculturelles, nous trouvons dans cette définition le fait qu'on reconnaît, il y a une reconnaissance mutuelle entre acteurs de cultures différentes. Par exemple, pour le cas de mes recherches, au terme de ma recherche, je suis revenu au Canada, vers les organismes ici, et j'ai eu les échos de ceux du Sud. Il y en a un qui est même venu ici, on a eu des séances ensemble. À la fin de mes recherches, on a reconnu mutuellement que les acteurs du Sud avaient quelque chose à apporter. Les acteurs sont en interaction. Au lieu d'aller sur place, imposer ce qui vient du Nord, et ils ont commencé à se mettre d'abord autour d'une table avant de lancer les interventions. Il y a un esprit d'équipe, de respect et un apprentissage, un enrichissement mutuel. Donc lorsqu'on reconnaît quelqu'un, qu'on valorise ce que cette personne a, on reconnaît qu'on peut procéder par essai et erreur. Et puis les projets, les objectifs deviennent communs, constamment partagés, révisés. Le projet n'est plus un projet des Blancs qu'ils vont mettre en œuvre en Afrique, mais le projet devient le projet du Sud en partenariat avec ceux du Nord. Alors, les outils du management des connaissances, nous arrivons au point qui concerne les outils. Donc, j'ai ici mis d'une part les outils, donc les types d'outils, les niveaux d'application de ces outils et les compétences requises. Je me suis inspiré de Aleric, c'est une Française qui a mené une étude en France et il nous a beaucoup apporté comme contribution. Il a mené une étude et il a démontré que les associations de type, les organisations de type associatif, comme les entreprises, peuvent aussi être des communautés de savoir. Il y a un savoir qui se crée. Il y a un savoir qui peut être codifié. Même si parfois c'est implicite, c'est tacite, mais ça peut devenir explicite, on peut le codifier. Et alors, j'ai préféré donc mettre au niveau d'application. Donc, si nous prenons le premier cas, s'il y a un travail d'équipe, par exemple, des travaux communs, nous sommes ici, on fait un travail d'équipe, on doit utiliser des outils collaboratifs, comme ce que je suis en train d'utiliser actuellement. La compétence requise, c'est un savoir-faire. J'ai fait des recherches, ces recherches ont permis que je puisse maîtriser ce que je suis en train de dire. Lorsque c'est une action de formation, d'évaluation des compétences, on peut le faire par des classes virtuelles ou par des espaces collaboratifs. Il y a des vidéoconférences qui existent, tout ça. C'est une compétence qui est requise. Il faut que quelqu'un puisse être compétent et maîtrise ces outils de communication pour qu'il puisse être à mesure d'animer ces formations. Lorsqu'on est dans une communauté de pratique où on fait un travail en équipe comme dans les organisations non gouvernementales, on fait un travail d'équipe, de communauté de pratique, parce qu'ils sont organisés en réseau. Il y a le GED, donc la gestion électronique des documents. On a une base de données, on va puiser dans ces bases de données, on utilise ces connaissances, on les diffuse online. Par exemple, au Congo, avec tous ceux qui animent les ONG, on a besoin à ce moment-là des connaissances explicites qui sont codifiées, qui sont dans les documents, des rapports, mais on peut aussi recourir à des connaissances implicites, l'expérience vécue par les coopérants sur place ou l'expérience vécue par les paysans sur place. Et enfin, lorsqu'on a l'aspect relationnel, on déborde de l'action même pour laquelle on est parti. Il y a les informations et les données qui peuvent être codifiées ou pas, mais qui peuvent être utilisées comme les messageries, on peut s'envoyer des courriels, ainsi de suite. Pour aborder cette problématique des outils, l'utilisation des outils,
j'ai voulu quand même montrer les différentes approches que dans la gestion des connaissances. Il y a 3 systèmes. Enfin, il y a les systèmes économiques que je n'ai pas repris, les systèmes technologiques, le système socio-technique et le système humain. Le système technologique, très rapidement, c'est un système où, lorsque par exemple on doit reconnaître et valoriser les compétences de quelqu'un ou les connaissances de quelqu'un, on privilégie l'ordinateur. Il y a une personne qui est là et on codifie tout ce que la personne connaît. Je fais une conférence, on m'a demandé l'autorisation d'enregistrer, on enregistre, on est en train de codifier en fait ce que je suis en train de dire. J'ai des connaissances que je suis en train de communiquer. Il y a les systèmes socio-techniques, technologie et humain. Ce sont des interactions. Lors du débat, je peux utiliser l'ordinateur pour codifier, mais en même temps, j'interagis entre vous. Et le système humain, c'est focalisé sur l'organisation, c'est le système japonais. Ce système japonais, les Japonais, donc Nonaka Takeuchi, considèrent que l'organisation ou l'entreprise, même une organisation non gouvernementale, c'est simplement un lieu de création des connaissances, parce que ces personnes qui sont là, qui travaillent ensemble, produisent des connaissances qui sont reversées dans la mémoire collective et auxquelles ils peuvent recourir pour travailler avec ce qui vient d'ailleurs. Je passe très vite. Alors, le modèle de management des compétences, oui, une minute, je vais clôturer. Le modèle de management des compétences interculturelles que j'ai élaboré, c'est un modèle, en fait, que j'ai élaboré en m'appuyant sur une base d'analyse d'approche systémique. L'approche systémique a cet avantage d'un système beaucoup plus sur l'interdépendance de différents membres, les éléments, avec possibilité de rétroaction pour vérifier, pour contrôler. Et alors, il y a le niveau culturel, donc j'ai 3 niveaux. Le niveau culturel qui est le niveau d'identification des compétences, donc l'accès aux compétences disponibles, le partage des compétences. De ce niveau culturel, lorsque par exemple ceux du Nord vont au Sud, travaillent ensemble, les niveaux culturels, lorsqu'on s'est mis d'accord que vous nous reconnaissez et que vous nous valorisez, ça permet que dans cette confiance, ça permet qu'on puisse partager les connaissances disponibles, puisqu'on reconnaît ces connaissances. Le niveau organisationnel, une fois qu'on les a reconnues, ces connaissances peuvent être utilisées au niveau des différentes organisations, aussi bien au nord qu'au sud. Il y a mutualisation de ces compétences, justement. Et au niveau stratégique, on intègre ces connaissances tacites, explicites, et les personnes, lorsqu'on arrive au niveau stratégique, les anciennes stratégies élaborées, d'après l'image qui est au début, les anciennes stratégies sont adaptées à la situation actuelle où on aura reconnu et valorisé les compétences locales. Ça devient en quelque sorte un apprentissage qui aboutit et on redéfinit les stratégies. Et c'est alors qu'on déclenche ce qu'on appelle le management des compétences. Donc le management des compétences est au niveau le plus élevé. Mon modèle est là. J'ai quelques copies ici que je vais vous remettre. Mon modèle est là. C'est un modèle systémique. On peut commencer par l'identification. On passe par la mise en commun de partage et aller au niveau de l'ajustement, de l'intégration quand on a vu qu'on s'était trompé au départ. On peut revenir ici, on peut revenir là-bas. Donc c'est systémique, donc c'est circulaire et ça permet qu'on puisse à tout moment revenir lorsqu'il y a un signal rouge pour la rétroaction. L'applicabilité de ce modèle, simplement, les différents éléments recueillis sur le terrain, aussi bien au nord qu'au sud, ont montré que ce modèle peut être applicable, puisqu'ils l'ont reconnu. Je suis revenu ici, ceux du Sud, un représentant du Sud est venu, nous sommes mis ensemble. Ils ont tous reconnu la pertinence de tout ce qui est utilisation, donc prise en compte de la valorisation de leurs compétences. Et l'opérationnalisation, j'ai travaillé comme directeur adjoint dans une maison d'édition ici, en attendant que je termine ma thèse de doctorat, pendant que j'enseignais. Eh bien, j'ai appliqué ce modèle. Il s'est avéré que même dans cette petite et moyenne entreprise, mon modèle a fonctionné. Et c'est la raison pour laquelle je termine, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est celui-là. L'espace, lorsqu'ils se sont retrouvés ici, ça a changé. Les gens, quand ils sont restés au sud, ils ont commencé à collaborer ensemble. On a même fait venir les gens qui habitent au village, ils se sont retrouvés, vous voyez, un villageois qui est en train de manipuler un outil collaboratif là.
Et lorsqu'on va se mettre ensemble, ce n'est plus des gens qui viennent enseigner aux autres, mais ils sont ensemble, sont en train de partager. Et les critères de qualité, donc là c'est juste pour vous dire que j'ai vérifié scientifiquement en ce qui concerne le construit, la validité interne, externe, la fiabilité, la crédibilité de ces résultats. Je vous remercie. Donc, on n'a plus de temps. Je vais peut-être vous demander, est-ce que cette très belle thèse, je suis sûr que vous avez une belle mention, est déjà en ligne, on Oui. pour y accéder? Oui, oui. Je sais pas comment vous La thèse est... Parce que je fais ma thèse dans un programme conjoint. Si à la CREL a écrivé le lien pour qu'on puisse accéder. Est-ce Oui. que, Donc McGill Concordia. sous forme de tour de table, prenons 2 minutes. Si chacun a un petit mot à dire, Voilà, sous c'est forme de tour de table. le résumé. Donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Allez-y. Allez-y. Voilà. 40 secondes. Oui. Merci bien. C'est vrai, ce que vous me présentez, ça m'a intéressé parce qu'il y a quelques années, en 2009, j'ai écrit un petit livre qui était sur le web. C'est l'archéologie des organisations de la société civile en Afrique occidentale. À ce niveau, il faudrait bien qu'on puisse mieux comprendre la structuration des ONG pour pouvoir arrêter si c'est un problème d'interaction, si c'est un problème en réalité d'interculture, ou si c'est un problème en réalité de regard de soi par rapport à l'autre. À ce niveau, quand on prend la structuration des ONG en Afrique, c'est beaucoup plus des ONG parapluies, à savoir des ONG de financement. Ils ont les financements, ils peuvent capter des financements, ils amènent des financements, et en même temps, il y a les ONG fêtières. Ces ONG fêtières travaillent sur des thématiques bien déterminées, et en même temps, il y a des politiques d'exécution. Or, chaque ONG vient chercher des sous pour amener dans un pays en fonction des politiques de collaboration de ces pays-là. Quand je prends la réalité d'Oxfam ou je prends Vision mondiale, qu'on ne se trompe pas. Ce sont des ONG essentiellement chrétiennes. Même les agents qui travaillent, d'abord ils vérifient en réalité la religion de ces différents agents, des animateurs. Donc quand on enlève en réalité ces différents biais, vraiment au Congo, une vieille personne une ONG parapluie se présente. Ça peut être un jeune homme, un blanc. Directement, la première des choses, il va l'appeler papa. Or, le terme papa est par rapport à l'autre. Ça crée en réalité un biais, une différence culturelle. Est-ce que toutes ces différences culturelles doivent être prises en réalité comme des moments d'interaction ou des moments en réalité où il y a une non-appropriation des différences culturelles? Deuxième fait assez important que je vais illustrer. Par exemple, ça c'est l'exemple avec d'un puits qu'on a eu à construire dans une localité du Mali. Quand les ONG internationaux sont venus, ils ont remarqué que dans le village, les femmes faisaient cette corvée d'eau. Les femmes faisaient 3 km pour aller puiser de l'eau dans un puits. Ils sont amenés en réalité à creuser un puits moderne au sein même du village. Quelques temps après, l'eau du puits a été empoisonnée. Donc l'enjeu à ce niveau, c'est quoi? On peut vouloir aider une population en apportant un savoir-faire ou en essayant en réalité de diminuer les charges de la dite population. Mais il faut tenir compte de la rationalité de la population. Or, c'est là aussi à ce niveau où c'est l'interaction qui se joue et qui n'est pas en réalité de C'est clair, l'interaction, est-ce que ça doit être à sens unique à bidirectionnel? Est-ce que quelqu'un, juste peut-être un mot ou deux, il est 11h moins 10, je préside une séance à côté, je ne sais pas la salle est prise pour d'autres préventions. 20 secondes. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter un mot? Oui, 20 secondes. 20 secondes peut-être un demi-mot. Oui, un demi-mot. Le collègue a parlé d'ONG chrétienne. Oui. J'ai cru percevoir à travers ce chemin une dimension chrétienne. La cloche. Est-ce que je vois mal? Non. Donc, ça a tout l'air d'une cloche. Oui. Est-ce qu'il y a une explication? Non. Je vais y répondre tout à Allez-y l'heure. d'abord. Non, en fait, c'était juste, c'était pas vraiment une question, mais je trouvais ça intéressant, vos préoccupations là, que vous avez présentées. Et je me disais, on pourrait peut-être aussi faire un parallèle. Vous avez parlé des ONG, des associations, etc., donc plus du milieu d'intervention.
mais je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec le milieu de la recherche. Oui. Quand des équipes de recherche soi-disant internationales, mais pilotées plus ou moins du Nord, on va dire, avec des méthodes de recherche, de collecte d'informations qui sont... Donc je retrouve aussi des problématiques similaires. Donc c'était juste... Très bien. Je dois avoir le temps quand même de remercier les conférenciers. Pourquoi les ONG ont toujours une coloration chrétienne? Pas tout le temps, mais la plupart du temps. En un mot. En un mot, vous savez que l'Église... Oui, l'Église chrétienne, surtout au Congo, lors de la colonisation, la Belgique avait signé un accord qu'on appelle Concordat pour que Rome puisse s'occuper de l'enseignement. Et vous savez que lors de l'indépendance, le père fondateur, enfin les pères de l'indépendance ont géré le pays pendant quelques temps. Mobutu est arrivé et Mobutu a chassé tout ce qui était religieux, même dans les écoles et tout ça. Mais étant donné que si vous prenez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique, quand elle a été colonisée, les missionnaires se sont répartis. Il n'y a pas seulement eu une répartition au niveau des différents pays, ce qui est devenu la coopération bilatérale, mais même les églises se sont réparties l'Afrique. Ce qui fait que si vous allez vers l'Ouganda, vous avez les protestants. La partie est du Congo, c'est arabisé pratiquement. Lorsque vous venez au centre, c'est les catholiques qui portent le même nom qu'en Belgique, mission des Méraudes. Lorsque vous allez à l'ouest vers l'océan, vous verrez que plusieurs congrégations chrétiennes, catholiques, se sont réparties des villages, et ainsi de suite. Mais alors, la coloration chrétienne est un fait historique. Mais en ce qui concerne la recherche que j'ai effectuée, je ne m'étais pas inspiré donc je n'ai pas choisi mon échantillon en fonction de leur appartenance chrétienne. Vous verrez que Oxfam a des origines universitaires. C'est la Grande-Bretagne, donc ça n'a rien à voir avec l'Église. Développement EP a une longue tradition de coopération avec le Congo et j'ai choisi ces différents organismes en fonction de leur lieu d'intervention. Et Entraide missionnaire, c'est en fait un révolté. C'est un ancien jésuite qui a travaillé au Burundi comme enseignant. Et au bout de quelques années, il a claqué la porte pour dire l'Afrique n'a pas besoin de professeurs qui viennent de l'Occident. L'Afrique a besoin de gens qui sont en Occident, qui réfléchissent, qui mènent des actions et qui travaillent avec ceux qui là-bas représentent la population. Et il le fait depuis plus de 30 ans. Okay. Donc, cela étant dit, si ça a une sorte de coloration chrétienne, ce que je voudrais surtout pour répondre en même temps à la question que notre collègue a posée, 15 secondes. Oui, il faut considérer le fait que les missions, même développement épais, fait des collectes, reçoit de l'argent de l'Église catholique et de son réseau pour financer certains projets avec des missions catholiques. Mais développement épais reçoit de l'argent de l'ACDI pour financer des projets précis que l'Agence canadienne de développement veut mettre en œuvre. En ce qui concerne les missions interviennent là où ils ont leurs partenaires missionnaires, mais avec l'argent de l'ACDI, ils n'ont pas le choix, ils vont ailleurs. Ça, c'est dans ma thèse, je ne suis pas entré là-dedans, mais j'ai analysé tout ça aussi. C'est un autre angle de la coopération. C'est un autre angle de la coopération. Les structures ecclésiastiques, d'une manière ou d'une autre, coopèrent avec les États pour mener les actions de coopération au développement. Il y a des actions que mène Oxfam, par exemple, que Développement EP ne peut pas mener parce qu'il y a des documents que Oxfam ne peut pas signer parce qu'il y a une coloration religieuse là-dedans. Pour le côté recherche, je suis d'accord avec vous. Il y a des chercheurs qui ont collaboré avec moi et qui ont critiqué ce modèle et nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur le fait que même des recherches qui se font, il y a eu des études, il y a un compatriote qui a mené des études au Congo sur le même thème, mais qui lui s'est occupé, s'est plus intéressé vers les ONG hospitalières. Il est arrivé pratiquement au même résultat, mais dans un autre domaine avec ce modèle. Alors,